Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à vous asseoir, à prendre place. Je suis Laetitia Farine, rédactrice en chef de Care News, le média des acteurs de l'engagement. Et je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur cette scène qui s'appelle Engagez-vous de la REF 2023. On va parler avec nos 5 invités tout de suite des entreprises à mission, des entreprises en mission. Merci de les accueillir chaleureusement. Je vous présente Catherine Touvray, directrice générale d'Harmonie Mutuelle, Guillaume Desnaux, cofondateur de la société Allenvie et coprésident de la communauté des entreprises à mission, Jérôme Bédier, président de Séquence, et Nicolas Théry, président du Crédit Mutuel. Merci d'être avec nous, bien et vous-même. Bonjour, bienvenue. Oh, pardon. Et j'ai oublié Caroline Young, excusez-moi, qui est présidente et fondatrice d'Expert Connect et qui a une nouveauté à nous annoncer aujourd'hui. Je ne vous oublierai pas, Caroline, c'est promis. Bonjour à tous, bienvenue. Vous voyez, on a un soleil radieux juste pour vous accueillir. C'était fait pour vous, on y a pensé. On va commencer avec vous, Guillaume Desnaux. Vous êtes entrepreneur, vous êtes passionné sur la question de la résolution des problèmes sociétaux depuis 2008, mais vous avez cofondé en 2016 l'entreprise sociale Allenvie qui développe un service d'aide à domicile pour les personnes âgées et un centre de formation pour professionnels du prendre soin. Vous êtes focalisé sur la dimension humaine de ces métiers les entreprises à mission, ça vous connaît bien. Pour rappel, la communauté des entreprises à mission est une association loi 1901 qui vise à fédérer les sociétés à mission et à engager des réflexions sur ce modèle. Et la communauté des entreprises à mission, aujourd'hui, c'est 350 entreprises sur les 1223 sociétés à mission répertoriées, parce que, vous me l'avez dit, et vous faites très attention sur le langage qu'on utilise, société à mission, c'est une qualité, c'est un statut. Est-ce que jusque-là, on est bon? C'est une qualité, et justement, ça n'est pas un statut, ça n'est pas une forme juridique, c'est une qualité qui s'adapte à tous les statuts. Et donc, les participants et participantes à cette table ronde sont là pour en témoigner, puisque moi, mon entreprise est une SAS classique, alors qu'il y a également des mutuelles ou des sociétés coopératives. Mais sinon, vous avez déjà presque tout dit. Oh, c'est formidable, vous voyez, vous m'avez beaucoup appris. Vous parlez de société à mission, et pour vous, la mission, c'est la capacité d'exercer sa liberté d'entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Oui, alors peut-être un rappel sur ce que c'est une société à mission, en 2 mots. C'est depuis la loi Pacte 2019. La loi permet maintenant à une entreprise de se doter de cette qualité en inscrivant dans ses statuts une raison d'être. Donc c'est tout simplement, comme son nom l'indique, à quoi sert l'entreprise, autrement qu'à gagner de l'argent. Et puis, au service de cette raison d'être, des objectifs sociaux et environnementaux qui sont inscrits dans les statuts. Généralement, il y en a entre 4 et 10, on va dire. Et puis, 3e élément, pas le moindre, un comité de mission qui regroupe différentes parties prenantes, forcément des salariés, et qui va vérifier que l'entreprise met bien des moyens au service de cette mission. Et il y a également un contrôle par un organisme tiers indépendant, généralement tous les 2 ans, qui est l'équivalent d'un commissaire aux comptes, mais qui va pour la partie extra-financière et qui va vérifier que des moyens sont bien mis au service de cette mission. Pour revenir à la liberté, oui, aujourd'hui, je pense que mes coparticipants vont en témoigner. On a la chance d'avoir un cadre dans la loi française qui, j'ai envie de dire, pour une fois, n'est pas normatif. C'est pas, vous êtes tous entrepreneurs, sans doute parfois vous regrettez certaines normes qu'on vous impose, ou vous dites c'est encore une case à cocher qui a été décidée dans un bureau à Paris avec plein d'effets de seuil bizarres, etc. Là, on a procédé différemment. L'administratif n'est pas forcément la tâche préférée des entrepreneurs, non, effectivement. Et donc moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la société à mission, c'est un outil au service de la liberté entrepreneuriale, qui, à mon avis, est quelque chose que beaucoup ici apprécient et revendiquent. Pourquoi c'est un outil au service de cette liberté? Parce que, tout simplement, vous pouvez vous créer votre propre champ de contraintes. Contraintes pas au sens négatif, mais au sens physique, et qui va permettre d'encadrer votre projet d'entreprise. L'encadrer pourquoi? Tout simplement pour répondre aux attentes de la société qui vous entoure. Parce qu'on peut se dire, la liberté entrepreneuriale, c'est business as usual, et puis après tout, je crée des emplois, je paye des impôts, ça suffit bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand ces salariés clés s'en vont parce qu'il n'y a pas assez de sens dans le business, quand
les fonds d'investissement vous demandent de remplir des reportings extra-financiers auxquels on ne comprend pas parce qu'on ne s'est pas posé la question, quand vous avez de plus en plus de contraintes, vos clients attendent de vous tomber dessus à moindre faux pas au niveau environnemental, est-ce que vous êtes vraiment libre en tant qu'entrepreneur? Moi, je ne pense pas. Je pense que vous êtes libre quand vous utilisez ce cadre qui est à votre disposition pour mettre votre projet d'entreprise au service des attentes de la société qui vous entoure. Et donc, c'est l'objet de la société à mission. Vous êtes dans le secteur médico-social, vous m'avez confié que ça fait 4 ans que vous militez et vous dites à tout le monde d'être société à mission parce que vous parlez d'auto-responsabilisation. Pour vous, c'est le meilleur moyen de pérenniser son activité. Oui, c'est un peu ce que je voulais dire, mais le secteur médico-social est emblématique, justement illustratif par rapport à ce que je veux dire. C'est un secteur qui est extrêmement réglementé. On a tous en mémoire ce qui s'est passé avec Orpea. La réponse dans beaucoup d'oreilles a été de dire il faut beaucoup de bouches, il faut plus de réglementation, plus de contrôle. En fait, il n'y en a jamais eu autant et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de problème. Donc évidemment qu'il faut des règles, évidemment qu'il faut des contrôles, mais il faut aussi une responsabilisation des acteurs de terrain. Et la société à mission, c'est pas l'outil qui va résoudre tous les problèmes, surtout pas, mais c'est un outil pour se responsabiliser en tant qu'entreprise. C'est surtout pas aussi important de dire ce que n'est pas la société à mission. Ça n'est pas un label de vertu, c'est un cadre de transformation qu'utilisent les entreprises. Alors pour se transformer, mais aussi pour valoriser ce qu'elles font déjà. Et c'est vrai aussi dans le médico-social parce que voilà, on entend beaucoup de choses, mais en réalité, beaucoup d'entreprises dans le médico-social assument déjà beaucoup de missions qui ne sont pas forcément valorisées dans leur compte de résultats. Et la société à mission, ça leur permet de le valoriser, de montrer le rôle social parfois qu'elles ont vis-à-vis de leurs employés, vis-à-vis de leur territoire. Et puis surtout, de se challenger pour en faire plus avec leurs parties prenantes qui les challenge dans les comités de mission. Merci beaucoup. L'objectif de cette table ronde, c'était aujourd'hui de vous présenter différentes structures qui ont toutes travaillé sur leur raison d'être, qui ont toutes travaillé sur leurs engagements et qui l'ont fait de manière extrêmement différente. Et l'idée, c'était de vous présenter des témoignages divers, de façon à ce que vous puissiez vous dire, eh bien moi aussi, peu importe quelle est la taille de mon entreprise, où je me situe en France, je peux m'engager et je peux devenir société à mission. On va commencer avec votre témoignage, Jérôme Bédier. Vous êtes président de l'organisme Séquence, qui est une entreprise sociale de l'habitat, qui est devenue en 2022 la première société à mission du groupe Action Logement. Vous êtes également le nouveau président de l'agence du don en nature. Et vous aussi, vous êtes d'accord, être entreprise à mission, c'est pas seulement une série de contraintes, de conformités qui sont extrêmement difficiles, c'est intéressant et ça permet d'ouvrir un dialogue avec les parties prenantes. On aurait pu se poser la question. Séquence est, vous l'avez dit, une entreprise sociale de l'habitat. On a à peu près 110 000 logements en région parisienne. On a 1500 collaborateurs et on investit à peu près 1 milliard par an. Voilà grosso modo la taille de l'entreprise. Alors on a pu se dire, on a déjà une mission. Au terme de la loi, une entreprise sociale de l'habitat, elle a une mission, c'est de gérer et de construire le plus possible de logements sociaux. Et finalement, avec un travail interne très important, je reviendrai sur l'importance du travail interne, on a été convaincu que c'était très utile d'aller vers l'entreprise à mission parce que c'était une manière de reconfigurer l'entreprise. Le process pour parvenir à mettre dans son statut donc l'entreprise à mission, le process nécessite d'associer toutes les parties prenantes de l'entreprise. C'est-à-dire les salariés. C'est-à-dire les salariés d'abord. Et donc, on a une discussion. Tous les salariés ont participé à des ateliers, à des réflexions. Alors, ça a commencé par un sujet qui peut paraître un sujet un peu secondaire, mais qui est assez structurant, qui est le sujet de la raison d'être. Quel nom on va donner? Comment on va appeler finalement, on peut passer beaucoup de temps à choisir ces 4 phrases. Je pense que vous allez tous et toutes être d'accord. Non, mais c'est vrai qu'on passe du temps, mais c'est l'occasion d'un débat très intéressant. Vous voyez, par exemple, avant j'étais directeur général délégué du groupe Carrefour, j'avais en charge la RSE. On avait trouvé un nom pour la RSE qui était bien faire notre métier. Parce qu'on s'était aperçu que si on faisait bien notre métier, finalement, on répondait. Si on était très précis dans l'exécution de notre métier, on répondait au plus grand nombre des préoccupations de la société autour de nous. Là, la raison d'être qu'on a trouvée,
c'est donner à chacun sa chance en innovant pour l'habitat. Qu'est-ce qu'on a voulu dire? On s'est rendu compte dans toutes nos discussions internes que d'abord, ce qui nous intéressait, c'était les personnes. Donc donner à chacun sa chance et une forme de personnalisme finalement dans notre approche. On n'est pas là pour faire du logement, pour faire des mètres carrés, etc. On est là pour loger des personnes. Donc ça, c'est un élément qui est beaucoup ressorti de nos discussions. Et le deuxième élément, c'est l'innovation. Parce que si on veut trouver des solutions, notamment des solutions qui permettent de répondre aux attentes de la société, il faut énormément innover. Donc il faut que l'entreprise s'arc-boute sur l'innovation et essaye. Alors, on essaie de se doter de toute une série de nouveaux outils, etc. Donc ce processus, alors après, il faut travailler aussi sur finalement quelle est la mission elle-même, comment on va travailler sur nos indicateurs, parce que tout ça, le grand intérêt de l'entreprise à mission, c'est que c'est une démarche qui est opposable au tiers. Elle oblige à une forme de gestion. Alors je suis d'accord, il ne faut pas que ça devienne une contrainte administrative. D'ailleurs, le problème de cette procédure, c'est que souvent, pour des petites entreprises, des petites structures, c'est un peu lourd administrativement. Mais vous dites que ça vous a donné de la force. En tout cas, ça donne de la force, ça donne de la crédibilité, ça permet de caractériser les objectifs, ça permet de formaliser les choses et ça permet du coup d'embarquer toute l'entreprise et de donner du sens au travail qui est fait. Pour moi, l'essentiel dans l'entreprise à mission, c'est de redonner du contenu humain à l'entreprise. Il y a eu le débat hier sur le goût du travail, etc. Moi, je pense que le vrai problème, c'est que beaucoup d'entreprises se sont tuées dans des modes de gestion, du reporting, du formalisme, toute une série de choses, où on a perdu d'ailleurs la notion de métier, mais on a aussi perdu la notion de l'engagement humain. Et le sens, finalement, c'est la question de l'engagement humain, même la question, je dirais, du respect des personnes, du respect de la dignité des personnes, d'une certaine considération qu'il y a de nos personnes. Je vois des entreprises, par exemple, où le tutoiement est généralisé. Ça peut paraître très sympa, le tutoiement. Mais il y a un moment où on s'aperçoit dans certaines entreprises que ça crée une espèce de manque de distance et de familiarité qui peut, de temps en temps, porter atteinte à la dignité des gens, je trouve. Donc il faut mettre le curseur au Donc il faut mettre endroit. le bon curseur. Donc cet aspect-là du contenu humain est parfaitement porté par le statut d'entreprise à mission. Et ça permet de retrouver... Je reviendrai vers vous, mais j'ai juste envie de faire rebondir Caroline Young sur ce que vous avez dit. Caroline Young, vous êtes présidente et fondatrice d'Expert Connect. Vous êtes la créatrice de la collaboration post-retraite. On vous a beaucoup entendu sur ce sujet. En mars 2023, c'est beaucoup plus récent, vous êtes devenue entreprise à mission. C'est un statut que vous aviez regardé depuis plusieurs années et ça vous a pris du temps de construire cette stratégie. Mais pour vous, c'était important de faire participer le collaborateur et faire accepter ça, ça prend du temps. Ah, votre micro fonctionne pas. Votre collègue va vous prêter le sien. Allô? Ah voilà. Non, c'est bon. Bonjour. Parfaitement. Quand la loi Pacte est sortie, on avait évidemment regardé ce statut et nous, on a par définition une mission chez Expert Connect, puisque notre métier, c'est de valoriser les compétences des seniors et de poursuivre la transmission des savoir-faire au-delà de l'âge de la retraite. Et puis, il nous a fallu quelques années pour nous dire, post-Covid, finalement, un projet fédérateur à l'interne d'Expert Connect, c'est important, et c'est important d'afficher aussi cette volonté finalement d'exprimer simplement notre vocation, mais de manière plus publique, avec ce label d'entreprise à mission. Alors, je suis d'accord. Alors, attention, c'est pas un label, non? Enfin, oui, mais c'est un outil quand même de communication, de fédération interne. Absolument. Dans ce sens, c'est un label, c'est pas un label officiellement. Je confirme l'avis de mes camarades, ça prend beaucoup de temps. Et de déterminer sa raison d'être, on y a passé des heures et des heures et des heures. Et donc, finalement, notre raison d'être chez Expert Connect, c'est de changer le regard de la société sur les compétences des seniors. Et la déclinaison de tout ça fait que tout le monde est impliqué, puisqu'on détermine des objectifs internes qu'on va suivre, des indicateurs. C'est très vertueux pour la structuration même de l'entreprise. Ça peut même être intégré comme outil, comme corollaire de la politique qualité, si on en a une dans une entreprise. Donc c'est un outil qui est vraiment intéressant et qui valorise le travail des gens et s'insère, je veux dire, idéalement, quand nous, on se considérait entreprise en mission, alors pour reprendre le titre de la conférence,
Et maintenant, en plus, on est entreprise à mission. Ouais, c'est également le cas pour vous, Catherine Touvray. Vous avez toujours été en mission, finalement, avec Harmonie Mutuelle. Et vos clients, historiquement, sont des particuliers. Après la loi Pacte, vous avez eu 6 mois de réflexion et vous avez mis en place pas mal d'actions pour faire participer toutes les sphères et les strates d'Harmonie Mutuelle à cette réflexion de la raison d'être. Peut-être pour situer un petit peu, hein, donc Harmonie Mutuelle, c'est effectivement une mutuelle, comme le nom l'indique. D'ailleurs, les plus anciens chez nous, dans le monde de la mutualité en général, disent encore on est entré en mutualité, donc en mission, en mutualité. Donc il y a vraiment cette idée d'impact, en fait, hein, avec des mots différents. Et donc, nous, notre sujet, on a voilà, un certain nombre de clients, je pense, qui sont là aujourd'hui. On a 70 000 entreprises clientes, 65 branches professionnelles. Et notre sujet, c'est la santé des salariés et de leurs familles. Et aujourd'hui, le système de santé, en fait, il essaie de faire face à une baignoire de problèmes de santé qui se remplit plus vite qu'il ne peut la vider. Et nous, notre sujet, c'était comment on change d'échelle dans le fait de passer à des changements de comportement pour s'occuper de la santé globale, de la pleine santé, enfin on peut utiliser le terme qu'on veut, et donc d'engager des changements de comportement individuels et collectifs avec nos entreprises clientes, avec nos adhérents, avec nos propres collaborateurs. Et du coup, on s'est posé la question, effectivement, au moment de la loi Pacte, de comment faire alliance, en fait, et comment mobiliser. Tout à l'heure, vous parliez d'énergie, de mobilisation. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Donc, à la fois avec les clients, à la fois avec les collaborateurs, à la fois avec toutes les parties prenantes sur les territoires. Je sais que vous êtes beaucoup dans les territoires au MEDEF et c'est très important. Et donc, cette loi Pacte et cette qualité d'entreprise à mission, ça nous a permis de faire ce saut-là, de réaffirmer des choses assez anciennes, de les rénover, et du coup de créer cette mobilisation dont on a tous besoin pour les problèmes de santé qui sont aujourd'hui systémiques. Alors, on ne se rend peut-être pas compte, hein, mais Harmonie Mutuelle, c'est près de 70 000 entreprises clientes, 5 000 salariés, 2 000 bénévoles. Et pour justement travailler sur cette raison d'être, sur vos engagements correspondants, vous avez interrogé près de 17 000 personnes différentes qui ont été consultées pour justement vérifier l'adhésion de tout votre écosystème à vos valeurs. En fait, on a adressé des questionnaires assez larges et on a effectivement plus de 17 000 personnes qui nous ont répondu, qui ont pris le temps de faire plus de 380 000 contributions. Et le sujet de la santé, il intéresse en réalité beaucoup d'entre nous. Il intéresse les entrepreneurs parce que sans santé des salariés, on voit mal comment une entreprise peut bien fonctionner. Et donc, le premier enseignement, finalement, ça a été que pour cette mobilisation, demander l'avis de tous ceux qui ont à agir sur comment le faire, pourquoi le faire, avec quels objectifs, quels moyens, ça intéresse, effectivement, oui. Alors, avant de rentrer dans vos différentes raisons d'être et vos engagements que vous avez pris, j'aimerais donner la parole à Nicolas Théry. Vous êtes président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et président de la Confédération nationale du Crédit Mutuel. Et vous avez mis en place au sein de votre société quelque chose de très différent, dont on n'avait pas forcément entendu parler avant, le dividende sociétal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne ? Bien, je voudrais d'abord dire que je souscris complètement à ce qui a été dit, notamment sur la dimension d'intégration, de dynamique et de démocratie et de consultation de l'entreprise à mission. Après, le dividende sociétal, c'est la forme qu'on a donnée à un constat sur... alors, si on dit les choses gentiment, l'immobilisme... si on les dit en se cachant derrière notre petit doigt, le pragmatisme en matière environnementale et climatique. C'est-à-dire qu'on a tous collectivement, je regarde un peu les générations représentées, perdu 30 ans avec joie et bonne humeur. Et dans notre, volonté d'action au Crédit Mutuel, l'entreprise à mission était pour nous une forme possible pour
ancrer l'urgence climatique, l'urgence environnementale et mettre à la poubelle, j'allais dire, le pragmatisme prudent, l'immobilisme résigné et d'essayer d'avancer. Et le dividende sociétal, eh bien, c'est ça, c'est de dire on met 15% de notre résultat net, ça fait 525 millions. En 2023 au titre de 2022. Hein. Voilà, et bah, si tout va bien et si les petits cochons ne nous mangent pas, ça devrait être du même ordre cette année, pour la révolution environnementale et solidaire. Donc une moitié sur 280 millions du coup. Sur de l'investissement, donc un fonds d'investissement qui n'a pas d'objectif de rentabilité financière, que de la plus-value environnementale. Un tiers sur de la tarification solidaire, comme la suppression du questionnaire de santé pour les emprunteurs, comme le prêt vélo à 0%, comme le financement, par exemple, on réfléchit de garages à vélo et d'infrastructures, et puis 15% de philanthropie. Ce qui pour nous est clé, c'est que l'entreprise à mission, c'est changer le business model, c'est réconcilier le court terme et le long terme, et ce dividende sociétal, c'est de dire à tous les salariés, à tous les clients, eh bien, notre performance, parce qu'effectivement, il y a un résultat de 3,5 milliards, eh bien, va être le vecteur d'une vraie action concrète, immédiate, urgente pour changer les infrastructures, l'inclusion des clients et la solidarité. Et on a fait le calcul, si, j'allais dire, 100 entreprises faisaient comme nous, la totalité de la facture de l'investissement, et on dit que changer les infrastructures pour les adapter au changement climatique, c'est 80 milliards par an. Ben voilà. Si 200 entreprises faisaient comme nous, la facture serait faite. Et on espère, d'abord, ça donne beaucoup de dynamique en interne, beaucoup de sens, mais je pense aussi que c'est une manière d'ancrer et de changer les concepts en disant finalement il n'y a pas le monde de la performance économique et le monde de la performance globale, ça doit être les mêmes. Oui, c'est intéressant ce que vous dites et vous appelez les pouvoirs publics aussi à se saisir de ces enjeux-là. Et vous m'avez confié une phrase en préparation de cet entretien qui, je pense, est extrêmement intéressante et sur laquelle je vais tous et toutes pouvoir vous faire rebondir. Vous m'avez dit « Nous avons les moyens de mettre en place la révolution environnementale et solidaire dont on a besoin, notamment grâce à la baisse des impôts sur les dividendes des entreprises. On doit investir pour notre futur. » Catherine Touvray, qu'est-ce que ça vous évoque ? Je partage totalement. Hein. On a des défis systémiques, que ce soit sur le plan environnemental, sur le plan social, pour reprendre les propos. Ce qui est important, c'est de le faire à l'échelle, tous ensemble, créer un mouvement vers le long terme, comme vient de l'évoquer Nicolas. Donc il y a du volontarisme, il y a des cadres d'action qui peuvent et qui doivent bouger aussi de la part des pouvoirs publics. Donc 100% d'accord, oui. Ce qui est intéressant, c'est aussi, alors le président de la République l'a rappelé, l'important pour cette rentrée, c'est l'unité. Vous, Catherine Touvray, vous aimez travailler avec des structures qui ne ressemblent pas du tout à la vôtre, parce que ça vous permet, sur les questions, notamment RSE, d'apprendre, d'évoluer et d'aller plus loin. Oui, on a une phrase qu'on aime bien en interne, c'est on apprend aux intersections, pas à l'intérieur des cases. Donc si on fréquente que des gens qui nous ressemblent, qui ont la même histoire, qui ont fait la même chose, comment trouver des solutions nouvelles ? Donc effectivement, cette idée de révolution systémique, d'approche en écosystème, c'est bien basé sur la capacité à travailler et à faire travailler avec des gens très différents. Et moi, j'ai rejoint Harmonie Mutuelle en 2016, enfin en 2015, et j'ai pris la direction générale en 2016. Et je me suis demandé quelle était la vraie force de cette entreprise, parce qu'il y en a toujours une. Et je me suis dit à l'époque que c'était la capacité à faire travailler des gens très différents ensemble. Et c'est ça qu'on cultive. Notamment parce que vous avez un ADN territorial. Oui, on est très peu nombreux. Vous avez cité le terme de 5000 salariés. On doit être 150 ou 200 à Paris. Et donc le reste des salariés en province. Et puis on a créé avec la MGN, notamment la MNT, le groupe Vive, où on est beaucoup plus nombreux encore, et l'essentiel de nos moyens, que ce soit dans le médico-social, dans l'hospitalier, dans les ambulances, etc., ça se passe là où vivent les gens, là où les entrepreneurs créent des emplois. Et donc c'est sur les territoires, oui.
Guillaume Desnaux, vous êtes cofondateur de la société Alenvie et coprésident de la communauté des entreprises à mission, je le rappelle. Comment est-ce que vous faites vivre cette communauté? Comment justement vous faites échanger les structures les unes avec les autres pour qu'elles apprennent? Parce que finalement, devenir société à mission en 2019, au moment de la loi Pacte, c'est pas la même chose que devenir société à mission aujourd'hui en 2023. Alors, à la communauté, on est une association à mission. Il faut savoir que ce n'est pas prévu par la loi, mais rien n'empêche, en tant qu'association, d'avoir une raison d'être, des objectifs et un comité de mission. Donc, c'est ce qu'on a. Et donc, nos objectifs, c'est, si je les résume, partager, promouvoir, enrichir à la communauté. Et donc, le partage, ce sont des communautés, je dirais, de partage entre pairs. Et notamment, j'en ai un exemple, on a une communauté de managers de la mission. Vous avez plus d'une centaine de membres. Et en fait, ce sont les gens au quotidien qui font vivre le fonctionnement des missions dans les entreprises. Et leur partage est extrêmement riche parce que ce sont des gens qui sont dans des grandes, dans des petites entreprises, dans des entreprises parisiennes, dans des entreprises basées complètement ailleurs, dans des secteurs très différents. Et donc là, il y a un énorme partage qui se fait. On est en train de créer des communautés sectorielles. Donc on a une communauté, par exemple, dans le médico-social, et on va sans doute en créer dans des nouveaux secteurs. Il y a aussi des communautés territoriales qui se créent. Donc vraiment, voilà, à tous les niveaux, beaucoup de partage. Et comme c'est un cadre qu'on est en train d'inventer, on est vraiment dans quelque chose de très ouvert, où il y a beaucoup de pratiques très différentes qui s'observent, et c'est ça qui est passionnant. Et à côté de ce partage, on ne se contente pas de ça, on va enrichir. Donc enrichir, ça va être des groupes de travail qu'on va faire sur des thématiques comme les grands groupes, les comités de mission. Là, on va lancer un groupe, justement, on en parlait, sur l'engagement territorial des entreprises. Parce que ce qu'on observe, c'est que dès qu'une entreprise se pose la question de sa mission, logiquement, elle en vient à se poser la question de son impact territorial. Et aujourd'hui, vous avez même au niveau territorial des nouveautés. Donc, on voit des agences de développement économique qui veulent devenir à mission. On voit des territoires à mission qui se créent. On voit des associations, des fédérations, des clubs de sport. Et donc, on essaye de préempter aussi comment ces sujets et de voir comment la gouvernance à mission se développe un peu partout. Et puis, on a aussi ce rôle de promotion parce que 1200 entreprises à mission, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. Donc, il y a encore un gros travail pour faire connaître ce cadre, pour bien expliquer, comme tout le monde l'a fait ici, que c'est quelque chose de très positif qui permet d'embarquer ses collaborateurs. Et puis, il y a aussi un travail très fort avec d'autres réseaux. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi ravis d'être ici. Parce qu'on accompagne aussi beaucoup de mouvements comme alors le MEDEF, mais aussi des mouvements comme le CJD, la Convention des entreprises pour le climat. Parce que la société à mission, ce n'est pas la réponse à tous les problèmes, c'est une brique d'un dispositif de changement systémique dont doivent se doter les entreprises. Et donc, certaines entreprises rentrent directement par la société à mission, mais d'autres vont rentrer par l'approche feuille de route climatique, d'autres par une approche innovation managériale, d'autres par une approche changement des normes de reporting extra-financier, voire des normes comptables. Mais ce qu'on observe, c'est que quel que soit le point d'entrée, on finit toujours par se poser la question de la boussole et de la gouvernance quand on veut pérenniser les choses. Et donc là, on arrive à la société à mission, et donc c'est aussi pour ça qu'on travaille avec beaucoup d'autres réseaux pour travailler en écosystème, parce que vous l'avez dit aussi, Catherine, c'est très logique de travailler en écosystème quand on est une société à mission, mais alors quand on est la communauté des entreprises à mission, c'est encore plus logique, j'ai envie de dire. Absolument. Jérôme Bédier, l'intérêt de vous faire témoigner, c'est aussi de témoigner face à ce public et de leur dire un petit peu, eh bien vous aussi, dirigeants, dirigeantes, vous pouvez devenir société à mission. Si on a dans l'Assemblée quelqu'un qui se pose la question, pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Pourquoi il ou elle, dirigeant, dirigeante, peu importe la taille de son entreprise, devrait devenir société à mission? Pour moi, il y a deux facteurs qui sont fondamentaux. Le premier, c'est que c'est une fantastique, Catherine l'a très bien dit, c'est une fantastique ouverture sur l'extérieur. Le risque dans beaucoup d'entreprises, c'est un peu comme dans les familles, c'est de vivre entre soi. Comme on dit à Lyon, d'être un peu en cuchon. Et les problèmes internes deviennent très importants. Et le bruit interne de l'entreprise, finalement, fait qu'on n'entend plus l'extérieur. Alors qu'on est là pour servir l'extérieur, on est là pour travailler à l'extérieur. Et ça permet de remettre les choses dans le bon sens. Alors, ça couvre d'ailleurs beaucoup d'aspects, parce que dans les parties prenantes, comme on dit, pour une entreprise comme Séquence, il y a évidemment nos locataires, c'est-à-dire nos clients. Donc il y a toute la logique client qui est embarquée dans cette affaire. Il y a les collectivités locales avec lesquelles on travaille. Souvent, on a tendance à aller les voir quand on a un besoin ou quand il y a un problème, etc. Là, on est en train de créer des relations durables, de s'interroger avec eux sur leurs enjeux de territoire, de nous doter d'outils complémentaires pour régler des problèmes plus complexes
dans leur territoire, etc. Donc le premier élément, c'est une fantastique ouverture sur l'extérieur. Et c'est une capacité à réentendre le bruit externe, le vrai bruit qui est utile pour l'entreprise, et de concentrer l'entreprise sur son service, sur son travail, plutôt que sur les problèmes internes qui existent toujours, hein, mais qui peuvent prendre quelquefois beaucoup trop d'importance. Et puis le deuxième élément qui est fondamental, c'est que la mission, c'est comme la RSE, c'est absolument identique à la stratégie. Il n'y a pas une RSE à côté de la stratégie. D'ailleurs, une entreprise qui est arrivée à maturité, elle fait ce qu'on appelle un rapport intégré, c'est-à-dire que c'est le même rapport qui décrit la performance économique et la performance, comme on disait autrefois, extra-financière. Et ça, c'est très important. Alors, tout ça est soutenu par toute une série d'outils, hein, le test de matérialité, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement, en travaillant bien sur ce sujet, ça permet d'actualiser complètement la stratégie. Et ça permet d'éviter d'engager l'entreprise sur ce que j'appelle, moi, la RSE défensive, c'est-à-dire une espèce de RSE de conformité, dans lequel on fait des trucs, où on met en évidence certaines choses, mais voilà, pour répondre aux nouvelles exigences, aux nouvelles directives de Bruxelles, aux agences de notation financière, etc. Ouais, Donc ça parce qu'on n'a permet pas de le choix, reprendre quoi. l'initiative sur sa stratégie et d'avoir une RSE dynamique, offensive, qui est toujours l'occasion d'avancer dans la stratégie. Parce que comme en plus on joint, on l'a tous dit, hein, la notion d'innovation à ces démarches-là, on est obligé de le faire. Vous voyez, nos grands objectifs, je ne vais pas être trop long, mais nos grands objectifs en RSE, on a deux grands blocs, hein. Il y a un grand bloc qui est tout ce qui est environnemental, écologie, etc. Dans le bâtiment, c'est un gros sujet. C'est beaucoup d'investissements derrière, hein. La mise aux normes thermiques de nos bâtiments, des constructions nouvelles d'un nouveau type. Enfin, on a tout un programme avec des centaines de millions qui sont engagés sur plusieurs années pour arriver à une certaine performance énergétique et environnementale. Il y a tout cet aspect-là. Et puis, il y a l'autre aspect qui est l'aspect service rendu, capacité à avoir autour de l'habitat, avoir des sortes de solutions d'habitat. Et pas simplement de donner des mètres carrés, mais d'avoir des solutions d'habitat. On a d'ailleurs, dans nos 110 000 logements, on a plus de 10 000 résidences adaptées à certains publics. Donc voilà, donc on essaye de travailler pour mettre en place des solutions qui accompagnent humainement les gens, qui ne soient pas simplement la fourniture matérielle de mètres carrés. Voilà, donc tout ça produit beaucoup d'énergie et de choses positives dans l'entreprise. Merci beaucoup. Caroline Young, vous avez une entreprise, vous travaillez sur notamment la question du travail des seniors. Aujourd'hui, vous êtes entreprise à mission. Ce sujet qui prend de plus en plus de place, qui a pris de plus en plus de place ces dernières années. Est-ce que le fait d'avoir cette qualité d'entreprise à mission vous permet d'appuyer votre plaidoyer, de convaincre des acteurs, notamment politiques, notamment médiatiques? Est-ce que d'avoir, on va dire, ce tampon, ça sert votre business? C'est pas un tampon. Oui, bien sûr, je pense que ça crédibilise beaucoup notre démarche. Auprès de nos correspondants. Donc nous, on travaille pour beaucoup de grands groupes français et internationaux, en mettant en place des politiques de collaboration post-retraite. Le fait d'avoir un engagement, parce qu'engagez-vous, on parle d'engagement, nous c'est un engagement qu'on prend au-delà de la démarche administrative ou interne qui est de devenir une entreprise à mission, mais cet engagement, je pense qu'il crédibilise beaucoup notre approche envers les grands groupes. Je pense que tout ce qui est doing good, tout ce mouvement-là va déterminer, on le voit avec mon voisin, une partie de l'investissement également qui est mis dans les entreprises et notamment les PME comme nous. Je pense que les grands fonds, les grands acteurs institutionnels vont être obligés d'investir une part de leur denier dans des entreprises qui affichent une vertu. Et ça va devenir de plus en plus important. Les grands groupes pour lesquels on travaille mettront sans doute en place dans les années à venir des grilles de critères qui feront que les entreprises qui ont une mission au-delà d'un but lucratif seront peut-être favorisées. On peut imaginer un Small Business Act à l'européenne avec un enjeu d'entreprise à mission. Donc tout cet environnement-là est en train de se structurer. On est au balbutiement de toutes ces démarches. Je pense que c'est au cœur
au cœur de notre modèle européen à venir. Et nous, on est très heureux de participer à ce mouvement. Catherine Touvray, je vous ai vu acquiescer. C'est quelque chose sur lequel vous êtes en accord? En fait, je voulais peut-être compléter avec, on est ici à la REF et l'enjeu de toutes les entreprises aujourd'hui, c'est de recruter, d'augmenter le taux d'activité, puisqu'on sait qu'on a des pénuries de main-d'œuvre, enfin tout le monde le vit tous les jours. Et ce qu'on a pu nous constater dans notre expérience, aussi bien la nôtre que celle des entreprises qui ont déjà franchi cette décision de devenir entreprise à mission, c'est que ça crée un mouvement et on le voit vraiment très concrètement dans la capacité de recrutement, dans les candidatures spontanées. Tout à l'heure, on parlait du défi environnemental. Nous, on a pris des décisions assez fortes de réduction de notre empreinte, etc. Et on a des candidatures spontanées de jeunes et de moins jeunes, de gens de 40, 50 ans, on parle de seniors là, en reconversion professionnelle, qui veulent travailler sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, on n'est pas parmi les plus rémunérateurs, notre monde n'est pas celui-là. Et pour autant, on a moins de problèmes que d'autres à recruter, à fidéliser, on suit les taux d'absentéisme, etc. Et donc, voilà, je voulais appuyer cette dimension-là des salariés dont on a tous besoin pour que les entreprises fonctionnent, en fait, tout simplement. Nicolas Théry, je vous vois prendre le micro, vous voulez réagir? Non, je partage vraiment beaucoup ça. Et je pense que c'est une manière aussi d'écouter le monde extérieur, de se rendre compte que, alors là, la tentation, c'est la réserve d'Indiens. On est tous d'accord et on est tous là au soleil, en train de sécher au soleil, en disant que c'est bien d'entreprise à mission. Mais c'est aussi une interrogation sur le monde qui nous entoure. Et je vais peut-être vous paraître un peu provocant en disant ça au MEDEF, mais il y a une interrogation sur le capitalisme de prédation. C'est-à-dire que ce qu'on voit autour de nous, qui est effectivement un capitalisme de prédation sur le plan environnemental, sur le plan humain aussi, sur des destructions de compétences, sur la prise en charge des seniors, des personnes âgées. Et on voit, je trouve que ça, c'est un trait commun, qu'il y a un moment donné, dire entreprise à mission, c'est aussi dire implicitement que des taux de retour sur investissement de 15% n'ont aucun sens dans une économie qui croît à 1%, qu'on ne peut pas prendre les gens et les jeter, et on ne peut pas servir les clients en prenant un maximum de marge sans se donner le service, sans bien faire son métier. Et je pense que cette idée de dire que des entreprises performantes, et nous sommes collectivement des entreprises performantes, disent notre performance n'est pas dans le capitalisme de prédation, notre performance, elle est dans la prise en compte de contraintes non financières, de contraintes vitales, sociales, environnementales. C'est aussi une manière de faire passer le message en interne comme en externe sur il n'y a pas d'entreprise bien portante dans un monde qui ne l'est pas. Et je pense que la vraie mission qu'on a collectivement, c'est de faire prendre conscience de cette tension et aussi d'affirmer, parce que la tentation, j'allais dire, des chiffres est terrible. Il y a toujours quelqu'un qui va vous dire qu'un chiffre est plus vrai qu'un fait. Et je pense que l'entreprise à mission, c'est d'affirmer que le fait peut être plus important que le chiffre. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous souhaitiez rebondir. Oui, juste pour essayer de sortir aussi, un autre argument pour essayer de sortir de la réserve d'Indiens, c'est que parfois les détracteurs de la société à mission vont vous dire, encore une fois, c'est contraignant, c'est encore une contrainte de plus pour les entrepreneurs. En fait, de quoi parle-t-on réellement? On parle d'une mise à jour du cadre juridique de l'entreprise qui n'a quasiment pas bougé en 2 siècles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur, on est soumis à l'injonction permanente de l'innovation. On vit dans un monde que les gens qui vivent il y a 200 ans ne reconnaîtraient absolument pas. Pour autant, des personnes qui étaient juristes d'entreprise ou qui étaient comptables il y a 200 ans retrouveraient exactement leur petit. Donc c'est quand même très paradoxal, cette incapacité qu'on a à innover sur ce qui est la matrice même de l'innovation de notre société. Donc voilà, pour se rassurer, c'est une simple mise à jour du logiciel qui, effectivement, permet d'avoir des dynamiques de changement fortes, mais il ne faut pas voir ça comme quelque chose de difficile. Voilà, c'est au contraire un progrès. Et voilà, je pense que là, on est à un moment charnière où il y a des pionniers dans tous les secteurs, la banque, l'assurance, le médico-social, l'immobilier, etc. Et vraiment, il faut que ces rôles modèles vont en embarquer d'autres et on va réussir la mise à jour, mais justement sans la contrainte par le choix et la responsabilité des chefs d'entreprise.
Vous étiez presque tous et toutes déjà des structures en mission avant d'être des structures à mission. Et finalement, c'est une continuité de ce que vous faisiez déjà. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'une action concrète que vous avez mis en place, que vous ne faisiez pas avant, grâce à ce nouveau statut, cette nouvelle qualité? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire que vous ne faisiez pas avant? Si je peux me permettre, je vais rebondir. Il y a, au-delà de l'initiative, ça nous a appris, le Covid nous a énormément aidés, qu'il n'y a rien de plus fatigant que de faire des petits pas. Je vais le dire à la grande coureuse de fond qui est Harmonie Mutuelle et Catherine. On sait très bien quand on veut faire une course longue, il n'y a pas pire moyen de se fatiguer que de faire des petits pas. On se fatigue dans les musées, on se fatigue moins dans les grandes courses. Et je pense que c'est ça que ça nous a offert, c'est qu'on s'est rendu compte que de faire un grand pas clair, une vraie rupture, le dividende sociétal, la suppression du questionnaire de santé, la prise en charge des pertes d'exploitation de nos clients fidèles, c'est beaucoup plus clair, simple, que d'avoir des changements graduels. Et je pense qu'on ne se rend pas compte vis-à-vis des salariés, des clients, le changement graduel, c'est usant. Parce que finalement, plus personne ne sait exactement à quel endroit du changement il est. Et ça, pour moi, ça a été le vrai apport de l'entreprise à mission. C'est de se dire, soit on fait, et on fait franchement, soit on ne fait pas, et c'est respectable, et on fera peut-être plus tard. Catherine Tauvray. En ce qui nous concerne, ça a été vraiment sur la dimension environnementale et sur le lien entre santé et environnement, qui paraît une évidence à tout le monde, mais on se remet effectivement pré-Covid, c'était quand même beaucoup moins répandu, et conscient en tous les cas. Et cette capacité effectivement à prendre des engagements extrêmement forts donc, sur la réduction de l'impact environnemental, par exemple, où on a décidé de diviser par 2 d'ici 2030 et avec des choses faciles et des choses beaucoup moins faciles. Ou, pour prendre un autre exemple, dans le métier, de décider de faire le 100% santé sur les problèmes de déficience auditive avant la loi. Ça nous a coûté un peu d'argent, quelques millions, quelques dizaines de millions, mais ça a provoqué une prise de conscience qui était intéressante. Voilà, on peut continuer la liste, mais j'aime bien cette idée effectivement de capacité de rupture et de se dire finalement pourquoi pas. Et on se fixe un objectif ambitieux, et puis on verra bien, et c'est l'énergie qui fait aussi qu'on pourra y arriver, etc. Je néglige pas le fait qu'il y a aussi des questions d'investissement, de capacité financière, etc. Mais le calcul qui était proposé tout à l'heure montrait bien qu'à l'échelle, on peut le faire en mobilisant. Donc, voilà. Caroline Young, vous avez mis pas mal de nouvelles actions en place. Et d'ailleurs, vous proposez aujourd'hui une nouveauté à la REF, justement pour que les entreprises elles-mêmes se posent des questions sur leurs pratiques. Alors oui, on a beaucoup communiqué dernièrement sur l'entreprise senior friendly. On a beaucoup parlé de l'emploi des seniors et des problèmes des stigmates dont les seniors souffrent en France depuis une trentaine d'années, dû à des politiques volontaires de privilégier l'entrée des jeunes dans l'entreprise. Donc on a abusé des plans sociaux de départ en pré-retraite, etc. Et aujourd'hui, il s'agit pour les entreprises de conserver ces seniors le plus longtemps possible, voire de les utiliser au-delà de la retraite, qui est notre métier de base. Et donc, on vous a proposé aujourd'hui un test de l'entreprise senior friendly. C'est avez-vous aujourd'hui les outils qui vous permettent d'avoir un diagnostic sur la manière dont vous vous occupez des seniors qui sont chez vous et de les conserver et de les faire travailler le plus longtemps possible et de les fidéliser au sein de vos structures. Donc voilà, il y a des posts LinkedIn à ce sujet, il y a des flyers qui vont se distribuer sur ce sujet. Donc vive l'entreprise senior friendly. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde passionnante. Merci à toutes et tous. En guise de conclusion, vous êtes au MEDEF aujourd'hui et vous n'êtes pas forcément face à des dirigeants et dirigeantes qui sont déjà en mission ou à mission. Quel est le message que vous souhaiteriez leur passer et je commence peut-être avec vous, Guillaume Desnaux. En réalité, je pense que beaucoup le sont déjà. Le MEDEF, ça regroupe une majorité, je pense, d'entreprises basées en dehors de Paris. Moi, ce que j'observe,
c'est que je le disais tout à l'heure, la moitié des sociétés à mission sont basées en dehors de Paris. Contrairement à d'autres mouvements, ce n'est pas du tout un mouvement centré à Paris. Pourquoi ? Parce que en fait, les entreprises basées en région se rendent compte qu'elles ont souvent un ancrage territorial beaucoup plus fort et que parfois, elles ne le valorisent pas assez vis-à-vis de leurs parties prenantes, que ce soit leurs salariés, mais aussi leurs financeurs notamment. Donc voilà, moi je pense que, et je vois, il y a plein d'adhérents au MEDEF, évidemment, parmi les sociétés à mission. Donc voilà, j'ai envie de lancer un appel, notamment aux entreprises qui sont basées en dehors de Paris. C'est une formidable opportunité pour valoriser vos engagements déjà existants et évidemment, vous aussi, vous mettre sur une trajectoire pour en prendre plus. Voilà. Donc il y a un stand Communauté des entreprises à mission qui est juste là. On vous attend toute l'après-midi au soleil. Qui vient de nos territoires aujourd'hui? Qui sont les entrepreneurs des territoires? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah, ils ne sont pas nombreux finalement. Il y en avait un peu plus ce matin. Ne soyez on pas fera timides. un appel au micro plus large tout à l'heure si ça ne vous dérange pas. Ça marche. On continue. Votre mot de conclusion. Jérôme Bédier, pardon. Ça m'est un peu difficile d'avoir un regard tout à fait objectif sur le MEDEF parce que j'ai siégé 15 ans au conseil exécutif. Absolument. Mais ce que je constate en tout cas, et particulièrement à cette RF, c'est que maintenant, toutes ces questions de RSE, d'entreprise à mission, deviennent du business as usual. Et ça, donc, ça va créer un mouvement assez fort parce que tout chef d'entreprise maintenant doit se poser la question et doit se rendre compte que s'il n'anticipe pas, qu'il n'utilise pas ça comme un levier de transformation de son entreprise, il sera rattrapé par la patrouille de la conformité et que du coup, il sera obligé de faire des choses dans les plus mauvaises conditions, alors que s'il les fait avant, ça sera beaucoup plus positif dans son entreprise, beaucoup plus positif vis-à-vis de ses clients, et du coup, il en tirera beaucoup plus de bénéfices. Nicolas Théry, président du Crédit Mutuel. Moi, je voudrais juste te dire, il n'y a pas besoin d'être entreprise à mission pour pratiquer le dividende sociétal. Et donc, voilà, la porte est grande ouverte, il n'y a pas de brevet et c'est utilisable par toutes les entreprises. Merci. Caroline Young, présidente fondatrice d'Expert Connect. Alors, je suis d'accord avec tous mes camarades. Le fait de s'engager, d'être une entreprise à mission est d'une telle logique que j'espère que l'année prochaine, on sera sur la scène principale, ce qui serait une avancée logique. Merci beaucoup, ça nous donne de la force. Nous aussi, on espère être sur la scène principale l'année prochaine. Catherine Touvray. Moi, je vais peut-être prendre une anecdote. Il y a quelques jours, un chef d'entreprise me disait qu'il venait de faire le calcul de combien de maisons avaient été achetées par ses salariés depuis qu'il les avait embauchés ou qu'ils étaient passés dans l'entreprise. Et finalement, c'est bien d'être préoccupé, et je sais que c'est souvent le cas, mais c'est important aussi de le faire savoir, parce qu'il faut recruter, il faut montrer son impact, etc., parce qu'on est dans un monde de compétition, et donc voilà, les formes d'engagement sont variées, mais cette idée de bien faire son travail et de bien le faire savoir, de faire vivre ses convictions et de le faire savoir, c'est un des éléments de la bataille d'aujourd'hui, et je crois que c'est ça finalement qui peut aider à la réflexion. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez montré, vous vous êtes rendu visible et vous avez rendu visible votre engagement. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous aujourd'hui sur la scène d'Engagez-vous